Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro d'Avantinissa. L'OGC retrouve le chemin de la victoire. Ça soulage quand même et ça nous évite de nous gâcher un week-end de plus. L'OGC Nice qui se relance dans la course à l'Europe face à Angers, une victoire 2-1. On vient de rentrer du stade, on enregistre ce numéro dimanche soir. On garde un petit œil sur le derby entre Saint-Etienne et Lyon pour savoir à quelle place on va terminer la journée. On en parlera peut-être en deuxième partie d'émission, mais on va d'abord se concentrer sur les Aiglons et puis sur l'invité du jour. Je vous ai fait un petit teasing la semaine dernière. On a l'immense plaisir d'accueillir le totémique Alric. Salut Alric, comment ça va ? Salut Jean-Philippe, salut à tous. Écoute, très heureux de ce petit retour dans l'émission. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu faire un podcast. Et puis bon, il a bien fallu que je vienne pour que l'OGC Nice se mette à gagner. Alors visiblement, j'ai un petit rôle, visiblement. Ouais, il y a un petit rôle sur les buteurs aussi, parce qu'on a quand même assisté, ça fait 3 fois qu'on s'assoit ensemble au même endroit au stade et 3 fois quand il y a un but de Rosario. C'est vrai. Donc on est à 2 doigts, enfin c'est le pèlerinage là bientôt de se mettre sur ce spot-là en Garibaldi, mais bon. Voilà, en tout cas une victoire, qu'importe les buteurs, c'était nécessaire pour l'OGC Nice de se relancer. Après la série qu'on connaît, qu'on va pas rappeler, on l'a vécu une fois, pas besoin de se faire un revival, victoire obligatoire, et on va en discuter Alric tout de suite. Bon, la manière, c'est peut-être plus à la 30e journée le moment de l'attendre, mais est-ce qu'on peut dire qu'on a quand même passé au-delà du résultat, qui bien sûr conditionne notre humeur du soir, hein, mais est-ce qu'on peut dire qu'on a aussi quand même vu quelque chose d'un peu plus cohérent, dans la lignée de ce qu'on a vu face à Strasbourg notamment? Au-delà de la 30e minute, j'ai tendance à te dire oui. Avant la 30e minute, c'était compliqué, on va pas se mentir. Heureusement qu'il y avait un peu de soleil et qu'on était bien placé, parce que c'était pas terrible. La première demi-heure, c'est très brouillon, pardon. Les joueurs peinent à se trouver, on se marche dessus, on communique pas vraiment. Il y a des pertes de balles aussi qui sont un peu curieuses. Bon, on y reviendra, mais ça a causé ce but angevin d'ailleurs. Donc avant la 30e minute, c'est compliqué. Après, au moment où il y a ce but de Rosario sur une magnifique passe de Bonani, j'ai tendance à penser que ça les a un petit peu libérés, et le deuxième but justement de Abzi qui intervient très vite dès le retour des vestiaires, tend à confirmer ce regain de forme de l'OGC Nice qu'on attendait depuis longtemps. Malheureusement, voilà, toujours puni par ces errements défensifs, notamment comme à au niveau Strasbourg, des relances. Du coup, ça aussi dans la lignée du match de la semaine dernière. Ouais, totalement. Des erreurs, d'inattention, des joueurs qui sont pas concentrés, un peu de facilité qui rentre en compte parce qu'on se dit finalement on arrive à se rendre le match facile. Et puis voilà. Alors on n'a jamais trop, on n'a jamais trop souffert, on n'a jamais trop eu peur de voir l'égalisation angevine arriver en fin de match. Mais toujours est-il que ça fait très longtemps que t'as pas fait de clean sheet dans ce championnat. Et encore une fois, tu avais l'occasion justement de passer une après-midi assez tranquille, et tu n'y es pas arrivé. Donc c'est assez rageant sur ce point-là, en tout cas. Un après-midi tranquille, c'est pas l'ADN du club, et encore moins cette saison. Tu disais pas de clean sheet depuis longtemps. Tu me disais tout à l'heure au stade, pas depuis Marseille au mois de janvier. Il me semble que c'est ça. Il faudrait vérifier, mais il me semble que on nous corrigera dans les commentaires au pire, mais en tout cas voilà, pour qu'on ne s'en souvienne pas déjà, c'est sûr que c'est signe que ça fait vraiment longtemps. On va passer à la composition de l'équipe, si tu le veux bien, ouais. si tu veux bien, Alric, du coup. Retour, comme chaque semaine, on va dire, on reste sur une défense à 3. La nouveauté, ce qu'il y avait d'inattendu, c'est la petite blessure, la petite alerte physique de Dante. Du coup, une nouvelle fois, une défense sans lui, et on sait à quel point notre capi est indispensable. Donc devant Marcin Bulka, c'était Abdelmonem Youssouf et Melvin Barr, du coup dans le rôle de central gauche. Les latéraux, forcément, Jonathan Klaus et Ali Abdi. Francaise qui avait décidé de renouveler sa confiance au milieu de terrain à deux, Hicham Boudaoui et Pablo Rosario, qui fait quand même tant parler ces dernières semaines. Et devant, petit choix fort, on va dire, avec la titularisation de Badreddine Ouanani, dont tu as parlé il y a quelques instants, avec les plus classiques Jérémy Boga et Gaëtan Laborde. On va parler des choix de Francaise. Alors, sans être dans le secret des dieux, ça fuite. Il évoque même dans la presse, et je pense que tout le monde qui suit de près ou de loin le club se rend bien compte qu'il y a une partie de l'effectif qui doit pas jouer de jeu, et que sans parler de sanctions,
Francaise aussi promeut les plus méritants nécessairement, parce qu'en fait, bon, sur le papier, je parle bien entendu sur le papier, quand tu vois un banc avec Mohamed Ali Chaud, Sofiane Diop, Evan Guessant, Terem Moffi, Morgan Sanson et Baptiste Santamaria, je te dis qu'en fait, peut-être que ceux qui seraient censés être tes meilleurs joueurs, en tout cas, qui n'ont peut-être pas été ces dernières semaines, mais qui sur le papier sont censés être tes meilleurs joueurs, bah, ils étaient sur le banc. Donc c'est quand même un choix, voilà, c'est des choix forts du coach qui ont partiellement fonctionné, et ça on en parlera dans notre analyse du match. Mais en tout cas, on s'éloigne petit à petit des compositions d'équipe qu'on avait ces derniers temps, où il y avait juste les meilleurs joueurs possibles qui étaient alignés. Là, selon moi, il y a quand même un peu plus sujet à débat sur pas mal de postes. Alors déjà, je vais commencer par corriger ce que j'avais dit par rapport au dernier clean sheet. C'était donc Montpellier et pas Marseille. Ah mais ça compte pas, Montpellier. Enfin, on n'allait pas se prendre un but face à Montpellier quand même. Oui, bah oui. On a pris 2 à l'aller, mais bon. Mais voilà, Montpellier, c'était donc le dernier clean sheet, donc c'est février, donc ça commence à remonter un petit peu. Et puis pour répondre à la question posée, oui, on sait que, comme tu l'as dit, Francaise met en avant les plus méritants pour composer son 11 de départ. Ça, c'est louable comme manière de fonctionner, mais quand tu regardes par exemple le banc aujourd'hui, si tu ajoutes les habituels titulaires, je pense à Guessant, je pense à Santamaria, je pense à Sofiane Diop, et si on compte les blessés de longue date, Moffi et Sanson, c'est 5 joueurs que normalement sont dans le 11 titulaire, et t'as une équipe de fous furieux. Là, je pense que entre les joueurs qui ont été surexploités cette saison, notamment Evan Guessant, qui semble un peu emprunté physiquement depuis quelques semaines, des joueurs qui ont bien démarré mais qui commençaient un petit peu à avoir du mal à Santamaria, et puis des joueurs dont on peut questionner un petit peu le comportement. Alors c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est des choses qu'on peut entendre ou lire ça et là dans la presse locale. Je pense peut-être à Sofiane Diop et à Mohamed Ali Chaud, qui ont été des noms qui ont été évoqués ces dernières semaines. Tout ça fait que effectivement il faut faire des choix. Alors ce qui est un peu curieux dans la gestion de certains joueurs concernant Francaise, c'est que Badreddine Bonani, par exemple, il avait eu son temps de jeu lorsqu'il y avait eu l'hécatombe de blessés en début de saison, puis lorsque les titulaires étaient revenus, plus rien du tout, et puis là, il recommence à faire des apparitions. Donc ça me pose aussi question sur la manière de gérer son effectif pour Francaise. Après, par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, face à une équipe d'Angers qui était, je pense, largement à notre portée, c'est pas déconnant, mais oui, ça pose plein de questions, et bon, on s'en est plutôt bien sorti, donc ça veut dire qu'il a eu raison. Ouais, très clairement, vu les choix, on se doute que le groupe ne vit pas bien, ou en tout cas, si c'est pas entre les joueurs qu'il y a des soucis, se pose la question de beaucoup de comportements, et je pense qu'il y en a d'autres aussi à évoquer qui étaient sur le terrain. Est-ce que avant de passer, on n'a pas parlé des blessés, hein. On n'a pas parlé des blessés, hein. On n'avait pas mentionné, mais par exemple l'absence de Bombito et Dante, certainement pour pépin physique, a créé encore plus de difficultés, puisqu'en second mi-temps on n'a qu'un seul défenseur d'ailleurs il me semble qu'il y avait qu'un seul défenseur sur le banc. Si tu comptes pas Tom Louchet comme potentiel défenseur, mais oui. Qui était Antoine Mendier, qui est rentré en seconde mi-temps, mais voilà, ça aussi ça pose question. On est étonné, Alric, enfin, tu me diras si tu partages cet étonnement-là en tout cas, mais en fait, on se dit qu'on n'a jamais eu autant de joueurs disponibles. Bon, là, il y a eu 2 petits pépins physiques, mais si on rien à voir avec ce qu'on a pu vivre, notamment à l'automne dernier, hein, on a eu jusqu'à 15 blessés. On se souvient de ce sombre passage de la saison. On n'a jamais eu autant de forces vives disponibles, mais en fait, on n'a jamais autant peiné à faire un 11, et pas par abondance de talent. C'est qu'en fait, et on va en parler quand on va faire un peu pas nos tops et nos flops, mais en tout cas ce qu'on a trouvé de satisfaisant ou non dans cette rencontre. Moi j'ai du mal à me dire qu'aujourd'hui on est en capacité d'aligner 11 joueurs performants, et c'est une pensée que je trouve dramatique, mais qui s'est encore confirmée aujourd'hui. On fera du bashing peut-être individuel après, mais là où je veux bien en partie excuser Francaise, parce que je pense qu'il y a des choix qui sont discutables, je sais qu'il ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux en ce moment, les résultats n'aidant évidemment pas, le maintien du système à 3 n'est pas spécialement pour me plaire non plus, mais là où en tout cas je veux bien lui reconnaître quelque chose, c'est que
il y a des secteurs de jeu où tu peux changer absolument tous les joueurs d'un match sur l'autre, et en fait, t'as l'impression que à aucun moment ça n'est satisfaisant, et on a vraiment, j'arrive même plus à parler de 11 forts aujourd'hui, parce qu'en fait, tu peux aligner selon tes préférences personnelles, mais en fait, je pense que t'es pas capable d'aligner 11 joueurs en forme aujourd'hui, ce qui est quand même inquiétant au moment où tout le monde est sur le pont, et où tu as la qualif en Coupe d'Europe à aller chercher et qui te tend les bras. Mais j'irais même plus loin. Qui est indispensable dans ton effectif aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est que je veux bien en compter 4, et j'ai l'impression d'être généreux en disant ça déjà, hein, tu vois. Bah alors, je veux bien les entendre, du coup, les 4. J'ai l'idée de 1 ou 2, oui. Mais 4, honnêtement, c'est déjà généreux. Alors, à qui tu penses, par exemple? Dans ton effectif, je pense que tu as ne serait-ce que Melvin Barr et Jonathan Klaus. Oui. Voilà. J'ai du mal à poubelliser immédiatement Evan Guessant, parce que là, je pense que c'est de la fatigue, mais ça serait moche et encore, je trouve qu'il est quand même plus actif sur le terrain, même sans marquer, que beaucoup de joueurs titulaires. Ouais. Et après, je te dirais, selon les préférences de chacun, moi je vais te dire Hicham Boudaoui, Prince de Béchar, parce que je trouve qu'il a fait un excellent match et que j'ai un petit faible pour le joueur. Je pourrais comprendre que d'autres te disent plutôt Ali Abdi. Mais voilà. Donc c'est pour ça que je te dis t'es à 4 du coup. On parle par rapport à ce match, mais moi je te parlais de manière plus globale. Moi je pense que de manière plus globale, voilà. Moi je te dirais pas nécessairement Ali Abdi, même s'il fait une super saison, mais oui, je te dirais 4 joueurs et demi, je te les ai cités en fait. Voilà. Ouais, parce que ce qui 4 et demi sur un effectif de 18 ou 20 est effectivement très peu. Ben oui, mais c'est ça en fait le problème aujourd'hui à l'OGC Nice, et c'est ça qui rejoint ce que tu disais justement de cette difficulté à composer un 11 cohérent, mais surtout un 11 qui revient avec de vraies forces en présence, et surtout une alchimie qui est indiscutable. C'est qu'aujourd'hui personne n'est indispensable dans cet effectif, et personne ne donne satisfaction complètement, parce que d'un match à l'autre tu peux avoir un joueur qui va te paraître monstrueux, et puis le match suivant va faire complètement de la merde. On parle de Pablo Rosario? Non, mais encore, comme je te disais, et c'est pas pour son but d'aujourd'hui, hein, parce que on y reviendra quand on fera l'espèce de top flop. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il a fait un très très bon match, au-delà de son but. Mais par contre, je sais pas si je le compterais comme un joueur indispensable de l'effectif, mais si tu te rappelles bien, je t'ai dit, ça fait partie de ces joueurs de ces joueurs estampillés club, qui qu'ils soient bons ou moins bons, avec leurs forces et leurs faiblesses, rendront toujours un service au club, sans jamais rechigner ou quoi que ce soit. Surtout qu'il n'a jamais moufté de jouer latéral droit, défenseur central, voilà, milieu. C'est ça. Exactement, il manquait plus que le poste de gardien et il était bon. Mais je pense que la grande faiblesse de cet effectif aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a du mal à avoir des 11 de départ qui sont cohérents et qui restent sur la durée, c'est que au-delà des blessures qui sont une composante, on a des joueurs, c'est des petites princesses en fait. Pour X raisons, chacun va trouver quelque chose qui lui déplaît dans le traitement qu'il reçoit du coach. Un, parce qu'il a de la concurrence, l'autre parce qu'il joue pas au bon poste, l'autre parce qu'il joue pas assez longtemps, l'autre parce que, je sais pas, il a pas vu son Jet 27 la veille, j'en sais rien, c'est compliqué quoi. Et en fait, c'est ça qui fait qu'en fait, on passe un peu pour des clowns et on n'arrive pas à avoir une saison cohérente, complète, et comme chaque année, ça démarre bien, on a une bonne période, on y croit, surtout que cette année, on y croyait un peu plus vu que le trou d'air est arrivé un peu plus tard, on s'est dit, oula, peut-être qu'on va peut-être réussir à faire une saison complète, mais non. Et en fait, c'est toujours les mêmes problèmes qui ressortent. Donc là où je suis très très curieux par rapport à la saison prochaine, c'est comment on va gérer certains profils qui, de par peut-être des problèmes de comportement, et encore, j'ai cité tout à l'heure Mohamed Ali Chaud et Sofiane Diop, mais comme j'ai dit, c'est parce que c'est des noms qu'on a déjà lus dans la presse. C'est deux noms qui ont été lâchés au fauve dans la presse. Donc, bon. C'est ça. Mais je pourrais de moi-même citer par exemple Marcin Bulka, dont je trouve l'attitude très discutable. Alors, en dehors du terrain, je peux pas juger, je le vois pas
Moi, c'est sur le terrain que je juge. Et je juge pas que par le fait qu'il ait des moufles à la place des gants. Non, non. Je juge aussi au fait de comment il se comporte sur le terrain, comment il réagit avec ses coéquipiers et comment lui perçoit les choses à chaque fois qu'il se passe un truc devant sa cage, où c'est toujours la faute des autres, mais jamais la sienne. Tu vois. On va commencer, on va parler de chaque joueur et on commencera par la défense, puisqu'on parle de défense sur les indispensables de l'effectif. Bon, on a évidemment pas cité Dante, qui est peut-être le numéro 1 parmi les numéros 1 des indispensables qui n'étaient pas là aujourd'hui. C'est presque l'évidence. Non, mais qu'on se fasse pas striker sur YouTube, tu vois, parce que ce serait dommage. Alors oui, c'est évident, aussi évident que le Jet 27, c'est vraiment un des pires trucs que vous pourrez boire. Donc buvez de l'essence, ça vaut mieux. Bon, ça c'était un avis tranché et courageux. Parce que t'as pas de goût, c'est pour ça. Parce que j'ai pas de goût. Si j'avais un palais de Doberman, je pourrais carburer au Jet 27, mais non, tu vois. Moi, j'ai éduqué mon palais et tout. Ok, voilà. On discutera pas de ton goût en termes de pizza alors à ce moment-là. Moi, je suis un zytologue. Comment ça, mon goût en termes de pizza? Qu'est-ce que t'as contre la pizza reine, quoi? Enfin. Les gens ils ont pensé que je mets de l'ananas sur ma pizza. Ah, c'est les anchois le problème du coup, mais je suis niçois moi, monsieur. T'as un palais de Doberman concernant la pizza, mais bon, ça c'est les gens n'ont pas le savoir. Allez, la reine c'est un truc de Doberman, s'il te plaît. Mais bon, bref, c'est pas grave. On fera une contre-émission pizza une autre fois. Ça n'intéresse pas les gens, sauf s'ils veulent nous payer des pizzas. Dans ce cas-là, on pourra en discuter. Mais bon, allez, on va sortir de notre mode Tortue Ninja là, 5 minutes, et parler de la défense de l'OGC Nice. Alors, la défense de l'OGC Nice, j'ai envie de dire la même chose, le même paradoxe qu'on a connu face à Strasbourg, puisque le but vient d'une erreur de communication et d'une erreur individuelle très claire de la défense qu'on peut pas trop attribuer à un manque de repli du bloc ou je sais pas quoi. Hein. C'est directement la défense qui a incriminé, et notamment Youssouf, si je dis pas de bêtises, mais à la fois, les deux buts par Ali Abdi et par Pablo Rosario viennent de joueurs à vocation défensive. Donc voilà, c'est la défense du gym qui va piloter de toute façon jusqu'à la fin de la saison ses performances. On espère un nouveau clean sheet depuis février, du coup, et depuis Montpellier. Mais on dira quelques mots sur nos attaquants en suite d'émission. Mais heureusement que nos joueurs à vocation défensive sont là pour qu'on puisse gagner un match, même s'ils ont tendance à aussi s'aborder leur bonne performance sur cette rencontre-là en particulier, sur cette défense à 3. Youssouf peut être le maillon faible. Alors je sais que tu as une bien meilleure opinion de Youssouf que moi, ce qui est pas très dur, je te l'accorde. Héros du match face à Strasbourg, héros malheureux on va dire du match là. Donc on va pas non plus céder totalement à la culture de l'instant. Moi je trouve que c'est un joueur qui demeure malheureusement extrêmement moyen dans tout ce qu'il fait. On a vu encore ses limites aujourd'hui. Donc peut-être que heureusement qu'il est là puisque Dante ne l'est pas. J'ai quand même beaucoup de mal à voir chez lui un joueur d'avenir et un capitaine en puissance de notre club. Maintenant, capitaine, voilà, c'est aussi un rôle dans le vestiaire que je ne connais pas pour pas y être. Après, rappelons-nous bien que Youssouf cette année joue à un poste qu'il connaît, mais qui n'est pas le sien de base, puisque la saison dernière sous Francesco Farioli, il évoluait en tant que pivot, relanceur, premier défenseur dans ce triangle avec point de base du triangle défensif, et puis troisième centraux quand il fallait remonter. Mais voilà, moi je pense que il rend bien des services, et si Francaise le titularise à cette position, c'est qu'il y trouve des qualités. Et bon, après, on va pas non plus céder au fatalisme, puisqu'on est quand même encore en course pour se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et la saison, même si il y a eu des très gros ratés, elle est pas si dégueulasse que ça. C'est surtout l'enchaînement des circonstances qui peuvent laisser penser ça. Mais donc moi, je pense que Youssouf, ce qui fait, sachant qu'en plus aujourd'hui, il a une défense qui est assez expérimentale, puisqu'il se retrouve avec, rappelle-moi, oui, Melvin Barr axe gauche et Abdelmonem axe droit.
ça peut poser des questions quant à la fiabilité de cette défense. Qui ont été meilleurs que lui quand même, et notamment peut-être Abdelmonem qui a été sûrement le meilleur défenseur central aujourd'hui, après déjà une dernière sortie qui avait été très convaincante. Donc bon. J'allais y venir. Moi je pense que ce que fait Youssouf, bon, ce qui baisse un peu sa note dans ce match-là, c'est son énorme erreur qui amène le but angevin, quoique on peut discuter aussi de la faiblesse de Marcin Bulka sur cette action. Mais voilà, moi je pense que il rend bien des services, il est pas catastrophique, il est peut-être moins bon parce que c'est un poste qui n'est pas vraiment le sien, mais j'ai du mal à y voir un raté complet à ce poste-là. Concernant les autres défenseurs, oui, étonnamment, pour l'avoir assez fracassé tout au long de la saison, et je pense à raison, mais aussi avec des circonstances atténuantes pour lui aussi, Abdelmonem, c'était plutôt correct. Il allait au duel, il a perdu quelques ballons en relance, et parfois il prenait pas beaucoup de risques, mais c'était plutôt correct pour un joueur qui a eu une saison très très compliquée. Melvin Barr de l'autre côté, bon, on sait que c'est une valeur sûre, hein. Melvin Barr, axe gauche, il connaît très bien, puis même il a déjà eu la possibilité cette saison et un petit peu sous Francesco Farioli d'évoluer à un poste plus ou moins similaire. Donc puis même on sait que c'est un joueur qui est en pleine progression depuis 2 saisons. Donc rien à dire à ce niveau-là. Tu veux qu'on parle aussi un peu des latéraux? Oui, tant qu'on reste sur la défense, parlons des latéraux qui ont peut-être été encore une fois deux des meilleurs joueurs. Alors peut-être pas les deux top 2, hein, mais Jonathan Klaus, fidèle à lui-même après un ou deux matchs compliqués, mais de la même manière qu'à Strasbourg, on a retrouvé ce qu'on aime chez Jonathan Klaus, et puis Ali Abdi qui ne fait pas tout bien, très clairement, mais qui par sa présence offensive et un peu de chance avec un but un peu casquette, hein, où la tête sur le poteau lui revient dessus pour finir dans les buts, mais en tout cas lui était là aux avant-postes, et on sent que vraiment ces deux latéraux ont un apport offensif, et c'est tout le débat qu'on avait la dernière fois de se dire est-ce qu'on peut se permettre de revenir à 4 derrière pour éviter de se prendre des valises de buts, et à quel point ça va sacrifier l'apport des latéraux. Là sur ce match-là, on voit à quel point le jeu passe par ces deux profils. Ah, complètement. Encore plus au premier mi-temps, j'ai l'impression, parce que la deuxième mi-temps, une fois que tu mènes 2-0, forcément l'équipe d'en face est un peu plus obligée de se découvrir, donc ça ouvre des espaces. Mais je trouve qu'en premier mi-temps, notamment Jonathan Klaus est hyper actif sur son côté, va récupérer des ballons, se replie vite, propose des solutions, ce que fait aussi Ali Abdi de l'autre côté, mais comme tu le dis, pas toujours très bien. Mais bon, moi qui avais pas mal critiqué Ali Abdi aussi parce que j'estimais que depuis sa blessure, qui avait coupé un petit peu son élan après un début de saison un peu canon avec des passes D, des buts, c'était pas parfait, mais c'était plutôt pas mal. Mine de rien, il en est, je crois, à 2 buts sur les 2 derniers matchs à domicile, si je dis pas de bêtises, puisqu'il a marqué contre Nantes et il marque contre Angers. C'est son 4e but de la saison. C'est pas déconnant pour un latéral, hein. Plus que Shaw, plus que Moukoko, plus que pas mal d'autres, pas mal d'autres, et puis pas mal d'autres offensifs. Oui. Donc non, on a une paire de latéraux avec Klaus et Abdi qui est convaincante sur ce match-là, mais surtout qui, en enchaînant encore plus les matchs, qui en retrouvant, je parle notamment pour Ali Abdi, un peu plus de régularité, peut faire beaucoup de bien. Et puis alors, ce qui est agréable, c'est que dès que tu décides de changer un homme dans ton système, donc je pense à la sortie justement d'Ali Abdi remplacé par Antoine Mendy qui prend la place d'axe gauche, tu passes avec Melvin Barr sur le côté gauche, hormis peut-être la qualité de centre qui reste chez Melvin Barr assez discutable, tu perds pas en qualité défensive et en apport offensif dans la solution. Donc non, c'est très appréciable. Après, là forcément, on y reviendra petit à petit, mais si nos latéraux sont parmi nos meilleures pièces, ça en dit long sur la faiblesse de notre attaque, mais on y reviendra petit à petit. On va terminer peut-être par l'attaque, on va remonter le terrain comme d'habitude, tel un Hicham Boudaoui fougueux et fringant, transition toute trouvée, je me fais une autopasse, un peu comme Abdi sur le but. Ça fait pas toi un poteau, hein, je tiens à préciser, que tu ne te sens pas méprisé non plus dans ta personne. Tu l'as pas dit, mais tu l'as pensé tellement fort que je l'ai senti. D'accord, ok. Ça t'apprendra à critiquer mes goûts en matière de pizza,
mais bon. Putain, tu préfères le Jet 27 que la pizza reine? Ouais, c'est pas mal de Doberman, hein. Enfin, les gens nous diront, hein, dans ceux qui écoutent, là, mais. C'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est la conclusion que tu viens de faire, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. D'accord. Putain, la manipulation à la Serpentard, là aussi, quoi. C'est, bon. Bref, parlons du Prince de Béchar. C'est un meilleur sujet que les pizzas, de toute façon. Le Prince de Béchar, du coup, qui, pour moi, fait encore un super match. Après, on m'objectera qu'il a toujours une frappe de vieille. Oui, alors ça, par contre, c'est une vérité. Voilà, non, mais bon, enfin, oui. Voilà, maintenant qu'on est tous d'accord avec ça depuis des années, est-ce que c'est amené à changer? Je ne pense pas, de toute façon. Mais en attendant, je trouve que dans l'activité, Hicham Boudaoui se transforme quand même tout doucement en un véritable milieu box-to-box. Je veux dire, on le retrouve quand même très souvent aux 20 mètres en position de frappe. Donc il frappe pas ou on regrette quand il frappe, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il se retrouve en position offensive quasiment dans une place de numéro 10, ou en tout cas d'un numéro 8 assez offensif. Moi, je trouve que sur ces dernières semaines, ces derniers mois, il a développé un volume de jeu encore supérieur à ce qu'on peut lui connaître depuis les nombreuses années maintenant où il est à l'OGC Nice. Alors, peut-être aidé par le fait que quand tu as Pablo Rosario à côté de toi, bah, tu es quand même nettoyé de pas mal de tâches défensives. Puis il y a la charnière à 3 aussi. Je te dis, t'as 4 joueurs à vocation défensive, ça le libère de certaines contraintes dans ce secteur-là. Mais moi, voilà, vraiment, ce que j'aime voir, alors malheureusement, il manque un peu peut-être d'énergie ou de précision dans la frappe. On pourrait dire qu'il serait pas à l'OGC Nice si c'était Robben Prime après dans la frappe, hein. Mais moi, j'ai du mal à voir qui en fait n'est pas notre milieu de terrain numéro 1 si ce n'est pas Hicham Boudaoui. Bah, le truc, c'est que, on va pas se mentir, là, avec la victoire, on est un peu plus enjoué et on peut parler un peu plus librement de nos joueurs et surtout de manière positive. Mais souviens-toi de la réaction qu'on a eue lorsqu'on a vu le 11 départ. On s'est dit, waouh, un milieu de terrain, Boudaoui, Rosario, ça pue pas le football, quoi. Non. Et parce qu'on avait un peu peur, alors pas forcément de Boudaoui, même si je trouve que c'est un joueur qui est 6 sur 10, mais jamais au-delà, quoi. On avait un peu peur que justement un Rosario pas trop en forme, un peu 4 sur 10, terrain, comme il fait des fois. Un peu 4 sur 10, voilà. Ouais. Ça met Hicham dans les plus grandes difficultés. Bon, aujourd'hui ça n'a pas du tout été le cas. Moi je trouve que Hicham Boudaoui fait un très bon match parce qu'il a cette activité monstrueuse au milieu de terrain qu'on lui connaît. Et en plus, quand il arrive à faire quelques gris-gris qui passent bien, quelques accélérations qui passent bien, il éclaire le jeu parce que justement il arrive à créer du surnombre, ce qui lui donne l'opportunité justement de se retrouver assez souvent en position de frappe face au but. C'est un peu dommage qu'il ait cette fébrilité dans la conclusion, mais oui, ça reste un joueur qui a quelque chose qui est très intéressant. C'est dommage qu'il soit pas aussi régulier qu'on pourrait l'espérer. Ce qui est appréciable aussi pour lui par rapport à cette saison, c'est qu'il a pu enchaîner pas mal de matchs, beaucoup moins de blessures que depuis son arrivée. Alors globalement, je sais pas si c'est je pense pas que ce soit mon top sur ce match-là, parce que je mettrais plus en valeur son comparse du milieu de terrain, Rosario, que j'ai trouvé déjà ne serait-ce que parce que il a ouvert le score et donc mené son équipe sur le chemin de la victoire. Il est un peu plus très précieux dans la récupération aussi. Très précieux. Oui, et puis surtout pas d'erreur majeure selon moi. Alors à moins qu'il y ait des moments où en partant aux toilettes, en fermant les yeux, je sais pas, j'ai oublié des choses, mais non, moi je trouve qu'il a été bien meilleur que ce qu'on a pu voir de lui par moment. Et voilà, et par son but qui est quand même le 3e de sa saison, il a fallu attendre quelques années avant qu'il ouvre de son compteur. Moi je pense qu'il est mon top aujourd'hui. Mais pour finir sur Hicham Boudaoui, oui, j'espère qu'on arrivera. Bon, il reste quoi? Il reste 4 matchs. J'aimerais bien qu'on arrive à trouver une paire qui soit pas indiscutable, mais qui soit footballistiquement la plus complémentaire. Alors, bien sûr que j'aimerais bien voir Morgan Sanson, de nouveau associé à Hicham Boudaoui pour voir ce que ça pourrait donner. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir d'ici la fin de saison, puisque Morgan Sanson est rentré face à Strasbourg, mais n'est pas du tout rentré face à Angers. Donc voilà. En ce qui concerne Boudaoui, pour moi, c'est ça. C'est encore un très bon match, mais qui mérite toujours d'être comment dire,
Un peu nuancé par son absence de force dans les jambes, quoi. Mais, oui, il y a ça, et puis nuancé par le fait que ça manque parfois d'un peu plus de régularité. Par rapport à Rosario, je l'ai dit aussi. Est-ce que je peux te poser une question un peu provoque sur Boudaoui, parce que je t'ai dit que je pensais que cette saison c'était notre milieu de terrain numéro 1 de toute façon dans la hiérarchie, dans la moyenne de qualité des matchs. Il y a personne, c'est mieux. Hein. Voilà, d'où ma question. Est-ce que le fait que Boudaoui soit notre meilleur milieu de terrain cette saison, est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle en soi? Une mauvaise nouvelle? Non, je pense pas. Est-ce que c'est pas signe d'un petit problème dans ce secteur de jeu, si tu préfères que je pose la question ainsi? En fait, je pense pas que le problème il vienne du secteur en lui-même. Je pense que c'est le système de jeu de Francaise qui amène à se poser cette question. Je m'explique. Si on joue à 4 derrière et qu'on a 3 milieux de terrain, donc avec 2 récupérateurs et une pointe, la pointe du triangle haute, donc en position de numéro 10, c'est comme ça que j'entrevois en tout cas, on aurait un véritable meneur de jeu qui ne serait personne d'autre que Sofiane Diop, en partant du principe que Morgan Sanson a été blessé, ça aurait été Sofiane Diop. Et Boudaoui, quoi qu'il arrive, dans un poste de récupérateur dans un double pivot, il aurait eu sa place. La question qu'on se serait posée, c'est qui on met avec lui. Ça pourrait être Santa Maria, ça pourrait être Rosario, ça pourrait être Morgan Sanson si physiquement il est apte, ça pourrait être 2-3 joueurs comme ça. Aujourd'hui, se dire que Hicham Boudaoui est ton meilleur milieu de terrain, c'est peut-être parce que c'est lui qui est le plus en vue dans le système qu'utilise Francaise. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Ce que je comprends, ce que j'ai du mal à comprendre par moment, c'est comment ça se fait. Bon, maintenant je sais, mais ce que je pouvais avoir du mal à comprendre à certains moments, c'est comment ça se fait qu'un joueur comme Sofiane Diop, qui lui, alors je parle pas de caractère, hein, je parle juste de football intrinsèque, pendant la période un peu faste, et pendant cette période de blessures importantes, a montré qu'il pouvait stater, qu'il pouvait être ce créateur avec des passes cachées, avec des passes décisives de grande classe. Il a complètement disparu, et c'est là où moi justement je me questionne, parce que on se prive d'un meneur de jeu que Hicham Boudaoui n'est pas. Et c'est ça qui par moments crée ce déséquilibre. Le jeu passe terriblement par les latéraux, hein, du coup, parce que oui. Dans le cœur du jeu, il n'y a pas franchement de créateur au milieu de terrain, et ça va nous emmener doucement vers notre attaque. Moi, alors c'est peut-être parce que du stade j'ai mal vu, ou parce que je fais une fixette sur les joueurs offensifs maintenant. Alors la pointe c'est encore autre chose, hein, mais sur les deux ailiers ou les deux supposés créateurs, aujourd'hui c'était Badreddine Bouanani et Jérémy Boga, hein, mais on peut y ajouter Mohamed Ali Chaud qui est rentré à 25 minutes de la fin, voilà. Mais bon, comme c'est sorti précédente, je veux dire, c'est quand même des joueurs qui devraient être capables de prendre le couloir pour être intéressants, et les latéraux le font à leur place et sont bien meilleurs dans ce qu'ils apportent, que ce soit en termes de stats. Pour le coup, les stats de Ali Abdi et de Jonathan Klaus sont vraiment meilleurs que celles de Bouanani et Jérémy Boga. Ça, c'est une première chose. Et même dans l'axe, j'ai l'impression qu'on a davantage vu l'apport d'un Hicham Boudaoui, qui pourtant partait de plus loin, que celui d'un Boga ou Bouanani, qui a fait un peu un meilleur match que son entrée à Strasbourg, donc peut-être que je nuancerai un peu mon propos pour Badreddine. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, j'ai quand même l'impression, en fait, ces deux meneurs, je sais pas si c'est censé être des meneurs de jeu excentrés ou quel rôle leur est donné, parce qu'en fait ça se voit même pas très clairement. Je pense que Bouanani a un peu ce rôle-là, et puis c'est ce qui sied le mieux à ses qualités. Mais que ce soit Mohamed Ali Chaud ou Jérémy Boga, et l'entrée de Sofiane Diop est aussi assez confidentielle après. Vraiment, enfin, on a l'impression d'une influence, je dirais pas jusqu'à dire négative, mais en tout cas d'une influence vraiment insipide sur le jeu de l'OGC Nice, ce qui fait qu'on est condamné à passer par nos latéraux, et en phase offensive, quand il s'agit de centrer et de combiner, j'ai même envie de dire par notre latéral, Jonathan Klaus. Alors je reviendrai sur les entrants, même si je pourrais résumer tout ça en une phrase, mais je le ferai un peu après. Par rapport à Badreddine Bouanani, j'ai trouvé que c'était peut-être pas le pire truc que j'ai vu de lui cette saison. Non, alors, parce qu'il a une passe décisive, et quelle passe décisive, hein, c'est une très belle galette qu'il offre à Pablo Rosario, mais aussi parce qu'il a su
se créer des occasions, parce que pour l'avoir vu notamment en premier temps, j'étais très bien placé pour le voir, et toi aussi. Il allait récupérer des ballons, il allait créer du décalage avec Jonathan Klaus sur le côté droit. On l'a vu un peu plus collectif que son entrée à Strasbourg, où en fait il jouait tout seul, ce qui est un peu le défaut du joueur et qu'on l'aime pas pour ça. Là, on a l'impression qu'il a réussi à se fondre un peu dans le collectif, et c'était du coup beaucoup plus agréable et beaucoup plus utile. Bah, comme quoi, quand tu joues avec tes partenaires te le rendent bien, et forcément ça te met en valeur. Bizarre. Cristiano Ronaldo l'a appris à ses dépens. Hein. Juste quand il était à Manchester, il a compris que c'était comme ça qu'il fallait jouer. Et donc, il a pu se créer des occasions aussi, parce que il a eu l'opportunité de se mettre en évidence, parce que ses coéquipiers lui faisaient confiance, lui donnaient la balle, il donnait la balle. Il y avait quelque chose d'intéressant. Jérémy Boga, je vais résumer ça en une phrase. Il prend le ballon, il court tout droit, il ne sait pas ce qu'il fait, et il perd le ballon. Donc son influence, elle est inexistante sur ce match-là. Pas de centre, pas de différence, pas de dribble réussi ou pas toujours. En deuxième mi-temps, c'est encore pire, je trouve. Et donc j'en arrive à ce que je voulais dire par rapport à nos entrants. Nos entrants sont pas catastrophiques pour les deux, mais inefficaces au possible. Mohamed Ali Chaud, il est catastrophique, parce que je comprends pas comment, avec sa qualité de dribble, sa qualité de vitesse, en étant la plupart du temps, la plupart du temps lancé, donc plus avantagé par rapport à un défenseur qui recule. Il perd tous les ballons, il ne fait aucune différence, il ne crée pas d'occasion de but, il joue monstrueusement perso, ça c'est insupportable. Et Sofiane Diop, il a bien essayé des choses, mais son influence était minime, voire inexistante. C'est un peu le gros point faible de ce match-là. Déjà nos supposés ailiers qui ont été en fait remplacés par nos latéraux, c'est ce que tu disais, et nos remplaçants à ces postes-là qui n'ont rien apporté de significatif, même si je réfléchis un petit peu à l'entrée d'Evan Guessant, c'est pareil, c'est pas incroyable. Qui est rentré, à la 84e minute, c'est un peu différent. Et puis, bien sûr, fois, on lui pardonne volontiers une fin de saison plus compliquée après tout ce qu'il a pu montrer sur le début d'année. C'est un petit peu moins vrai pour Gaëtan Laborde, même s'il a lui aussi une période faste un peu en même temps que Sofiane Diop. Là, malheureusement, on a vu ce qu'on n'aime pas voir de Gaëtan Laborde, parce qu'il y a les matchs où il n'a pas un ballon à se mettre sous la dent et on sent que le match est douloureux pour lui comme pour nous. Là, le problème, c'est que les occasions, il les a eues. On sent un joueur qui est emprunté et qui manque totalement de confiance, qui fait toujours la touche de balle ou le dribble de trop. Et du coup, je pense que le même Gaëtan Laborde avec la confiance d'il y a 4-5 mois, là, il t'en met deux aujourd'hui, très clairement, parce qu'il te dégaine une frappe dans la surface sans touche de balle, et il y a probablement plus de chances que ce soit danger sur le but que ce qu'il nous a proposé, où c'était en général des frappes contrées ou alors des frappes de frustration qui partaient n'importe où. J'ai en tête une action où on a eu la même réaction tous les deux, c'est « Mais qu'est-ce que tu fais, Gaëtan ?» C'est quand il envoie une espèce de sacoche dégueulasse de son côté droit. Qui part loin en plus, brossé dans le mauvais sens, tout, et rien qui va. Et que je te dis, mais en fait, il est pas sur son bon pied. Et tu m'as regardé en me disant « Oui, mais bon, quand même. » Et là, c'est ça, en fait, c'est que ton deuxième meilleur buteur du club ne marque plus depuis, je crois, 6 ou 7 matchs. Là, pareil, vous corrigerez parce que je sais plus exactement. Enfin, ça fait très longtemps qu'il a pas marqué. Dans cette période faste, on va quand même pas omettre quelque chose qui un peu change justement l'analyse, c'est que il marque beaucoup de pénaltys Gaëtan Laborde. C'est pas que des buts dans le jeu qu'il a marqué dans cette période faste qu'il a eu, c'est aussi beaucoup de pénaltys. Tout ça fait que, avec un peu plus de difficulté, il est dans une période très compliquée. Et le problème, c'est que, alors, sans dire que je retrouve le Gaëtan Laborde de l'année dernière qui erre sur le terrain, parce que c'est pas vrai, il se bat, il gagne des duels, notamment à la tête, où il va pouvoir créer du décalage pour ses partenaires. C'est pas forcément ce que j'attends de lui en qualité première. Qui se démène sur un terrain comme un chien, pas de problème, on adore ça. Mais n'empêche que tu dois marquer des buts. Et le pire, c'est qu'on pourrait dire, oui, mais il a eu du mal parce qu'il a pas eu d'occasion. Non, pas du tout. Comme tu l'as dit, il a eu beaucoup d'occasions, enfin, au moins 3-4, et il a pas réussi à les rendre dangereuses. C'est ça qui pose vraiment question. Et aujourd'hui, je sais pas s'il faudrait qu'il aille sur le banc, mais je pense que ce serait
pas mal de le Alors, voir peut-être. j'allais te poser la question. Effectivement, c'est un numéro 9 qui ne marque plus, donc la logique ce serait de faire jouer la concurrence. Sauf que, et je dis absolument pas ça pour défendre Gaëtan Laborde, vous savez que c'est Un voilà, peu quand même. un de mes joueurs préférés, c'est mon fond d'écran sur le téléphone. J'ai zéro objectivité sur ce joueur, je sais. Mais partons de voilà, une fois qu'on est parti de ce constat-là. Sans vouloir le défendre en particulier, si je dois essayer d'être très pragmatique, je me dis moi ok, je veux bien qu'on sorte Gaëtan Laborde parce qu'il est dans une phase de méforme. Le problème c'est que visiblement Evan Guessant c'est pas beaucoup mieux, donc bon moi je suis tout à fait d'accord pour qu'au parc la semaine prochaine ce soit Guessant qui soit titulaire, qu'il fasse qu'il soit au moins titulaire dans les trois de devant. Ça, je pense que 99,9% des supporters du gym le seront de toute façon, que ce soit à la place de Gaëtan Laborde ou d'un autre, pas de souci. Terem Moffi, il y a un peu on va dire l'interrogation sur sa capacité, enfin sur son physique et combien de temps est-ce que il est plutôt sur un statut d'entrant ou de titulaire pour l'instant, mais ces dernières rentrées, et c'est pas pour mettre une bastos gratuite à Terem Moffi, mais ces dernières rentrées ont pas non plus montré qu'ils pouvaient prétendre à bousculer la hiérarchie. Donc tout ça pour dire, à la fois les trois joueurs qui peuvent jouer devant, j'enlève volontiers Mohamed Adicho qui des fois a été titularisé au poste de numéro 9 et voilà qui nous sort disaster class sur disaster class ces derniers temps. T'as pas non plus une alternative qui vraiment meilleure qui s'impose à Gaëtan Laborde. Alors après que d'autres joueurs, que ce soit Evan Guessant qui a montré immensément plus de choses cette saison, ou Terem Moffi qui a droit à son temps de jeu, peut-être maintenant qu'il est revenu de blessure, voilà, puisse prétendre à une place de titulaire dans le turnover, je l'entends tout à fait. Mais je trouve qu'en tout cas, là, moi, j'ai pas eu d'exemple sportif en match. À l'entraînement, c'est peut-être autre chose. Mais sur ces dernières semaines, j'ai pas l'impression que les joueurs qui ont remplacé Gaëtan Laborde aient réellement été supérieurs à lui, malheureusement. Et je pense que c'est ça le gros problème en réalité, plus que l'unique niveau de Gaëtan Laborde. Mais en plus, c'est même pas une question, enfin, je dirais, parce que on parle pas de niveau, là. On parle de... Quand t'es devant le but et que tu fais ce qu'il fait ces dernières semaines, ouais, je parle un peu d'une question de niveau quand même. Ouais, mais dire le niveau, c'est en fait parler de sa qualité intrinsèque de joueur. On sait que c'est un joueur qui peut... C'est performance actuelle, si tu préfères. Voilà, c'est plutôt ça. Je pense que c'est un joueur qui claque facilement sa dizaine de buts. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il est à 9 buts cette saison, donc sa dizaine de buts, il va l'atteindre certainement avant la fin de la saison, je lui souhaite en tout cas. Mais je pense que c'est surtout un problème de performance actuelle. Comment on l'explique? Honnêtement, je sais pas parce que... J'allais te dire, est-ce que c'est l'alignement des planètes qui est pourri et que nos trois numéros 9 ont un coup de mou en même temps, ou est-ce que on disait qu'on avait quand même du mal à créer du jeu, la ligne offensive derrière était insatisfaisante depuis plusieurs semaines. D'un autre côté, les occasions, bon, il y a occasion et à occasion, mais si je dois te citer les chiffres, on est à 22 tirs, donc on est encore au-dessus des 20 tirs pour le troisième ou quatrième match d'affilée. J'ai pas vérifié, mais je sais que ça arrive souvent. Donc ouais, comment expliquer ça en supposant qu'on ait une explication, on n'est pas obligé d'en avoir une. Est-ce que je dis ça de tête, mais est-ce que le dernier but de Gaëtan Laborde, c'est pas le but au Havre à la 22e journée? Bon, on laissera nos auditeurs vérifier. Il me semble que c'est ça. Et donc, en fait, j'ai envie de dire, alors c'est une hypothèse que j'ai, mais j'ai envie de dire qu'en fait, c'est à partir du moment où notre équipe a commencé à se désagréger petit à petit, même s'il y a eu des victoires, alors je pense à Saint-Étienne, je pense contre Montpellier, tout ça, mais notre équipe elle a commencé un petit peu à se désagréger offensivement, et dès qu'elle a rencontré, en fait c'est ce match contre Lyon déjà qui moi me fait dire que Gaëtan Laborde est en difficulté, parce que contre Lyon il a au moins une ou deux occasions qui sont nettes de chez net. C'est bien le Havre, hein, son dernier. Ouais, dernier but. C'est bien ce que je pense. Et il est passeur décisif face à Montpellier la journée d'après, face à Auxerre encore. Voilà. Et contre Lyon déjà, il a une ou deux grosses occasions où il marque pas, notamment cette tête sur le poteau à bout portant, où tu te dis oula, ça va être compliqué. Et c'est à ce moment-là où notre équipe elle s'est un peu désagrégée. Et à partir du moment où notre équipe elle s'est un peu désagrégée, où Evan Guessant a été notre seul moteur offensif, il y a plus personne qui a réussi à suivre. Alors comment
On peut expliquer ça parce que je pense qu'on a perdu confiance, tout simplement. Je pense que on a été une équipe qu'on attendait un peu plus, il y avait un peu moins de qualité, on jouait un peu moins pour les autres. Je me rappelle que Franquès a dit un jour en conférence de presse, on a perdu le sens du collectif. Et je pense que Gaëtan Laborde, c'est un joueur qui est excellent quand il est dans un collectif, qui tourne bien. Ça a été beaucoup moins le cas ces dernières semaines. Aujourd'hui, on va pas se mentir, hein. Mais le but d'Abdi, c'est un but chanceux qui vient d'une très belle occasion, mais voilà, c'est un but que une semaine ou 15 jours avant, tu le mets jamais. Il y a que le but de Rosario qui fait penser à une belle action collective avec une vraie passe décisive sur ce match-là. Donc voilà, il faut que on arrive à retrouver cette union collective dans lequel je pense que Gaëtan Laborde aura un peu plus de chances de briller. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué. Je pense que c'est ça qui lui fait défaut à lui, parce que dès que chacun joue un peu tout seul et qu'on oublie un peu les coéquipiers, bah lui il essaie de forcer un peu son jeu en faisant des remontées de balles et des choses comme ça. Et c'est des choses qu'il maîtrise pas plus que ça. Donc c'est compliqué pour lui. Après oui, aujourd'hui sur ce match-là, ce qui peut être regrettable, mais ce qui est en fait normal pour un attaquant en manque de confiance, c'est que les occasions nettes, il les a eues. Et il doit marquer au moins 2 buts aujourd'hui, je pense. Bon, l'OGC ne s'est pas forcément fait peur non plus sur cette rencontre. Angers, on aurait pu croire que oui. On aurait pu croire, mais Angers, c'est 0,27 expected goals. Voilà, stats fournies par transmise en tout cas par le site officiel de l'OGC Nice, soit le plus faible total d'un adversaire du gym cette saison. Donc bon, au-delà de la faiblesse d'Angers, hein, qui est certaine, hein, c'est une équipe qui est 15e, mais bon, on a réussi à choc face à des équipes mal classées aussi, au hasard Nantes 14e. Donc tout ça pour dire, bon, on peut aussi lire malgré l'erreur de Youssouf et nos critiques sur la défense ces dernières semaines et ce clean sheet qui s'est malheureusement évaporé, que aussi on a concédé très peu de véritables occasions et que c'est le match où la défense a peut-être été le moins mis en danger, mine de rien. Donc on peut aussi choisir de le lire ainsi et de se dire que c'est positif, puisque la semaine prochaine ce sera pas du tout la même ambiance. Oui, et en même temps j'ai envie de dire, c'est aussi parce que l'adversaire en face était faible. On peut pas enlever cette composante-là. On a affronté plus faible qu'Angers cette saison et ça nous a pas empêché de concéder plus d'occasions, voire même de concéder une défaite. Hein, donc bon. Voilà. Et puis je te rappelle qu'on a pris 2 buts à l'aller face à Montpellier. Enfin, oui, totalement. Totalement. Mais après voilà, moi je pense que la défense elle aura pas un vrai test. Hein, on est à la 30e journée, il y a plus de test possible. Mais si on veut parler d'une grosse défense, ce sera la semaine prochaine face à Paris, où je vais être très honnête, je donne pas cher de notre peau. Alors parlons-en de la semaine prochaine, puisqu'on aura du mal à parler du classement ce soir, parce que le match entre Saint-Etienne et Lyon est interrompu. Saint-Etienne qui menait 1-0. Jet de projectiles sur la pelouse, en attente de voir si le match reprend ou pas. Bon bref, en écoutant cette émission, vous le saurez, mais en fonction de l'issue, ça pourrait perturber aussi le classement sur des critères extra sportifs. 3-0 sur tapis vert. Ouais, sauf que c'est un supporter stéphanois qui a lancé voilà, donc ça ne nous arrangerait pas du tout la défaite sur tapis vert, mais bon, bref, on verra et on ne va pas citer de jurisprudence de nos de certains de nos matchs passés. On laisse ça aux instances et nous on va se concentrer sur nous-mêmes. L'OGC Nice du coup à 51 points. Virtuellement 5e puisque Saint-Etienne menait, on connaîtra peut-être pas le résultat ce soir face de leur derby face à Lyon. La bonne nouvelle, c'est qu'on revient à 3 points du podium et de cette place occupée par Monaco. Lille est à 2 points, elle a bien accroché la 4e place et nous sommes à égalité avec Strasbourg, du coup 51 points et avec Lyon comme vous le savez aussi, mais on attendra de voir la suite. On a mis un petit matelas, 6 points à Lens et première place non européenne, supposant que Paris gagne la Coupe de France. Bien sûr, ce n'est pas une grosse supposition, mais faut-il encore que ce soit fait. Pas de débat sur est-ce que l'Europe c'est sûr, tout ça, parce que bien sûr que non, hein, je pense Alric. Je te tiens toujours je te tiens toujours en promesse pour l'année prochaine qu'on fasse des émissions Conference League, hein, si jamais c'est. Alors attendez. Je veux rappeler je veux dire aux auditeurs que cette promesse que tu as faite
La semaine dernière, tu l'as faite sans que je sois là. Ah oui, non, mais j'ai décidé pour toi, hein, je suis désolé. Ah, Hein, donc je l'ai découverte totalement par hasard. Donc j'ai pas donné mon accord. Alors calmez-vous, hein, c'est vraiment. pas grave, c'est pas grave. Les questions de consentement, on fera un podcast dédié là-dessus, mais Et c'est écoute, 2025, il y a des nouveaux codes, le consentement on, c'est important. on sait, mais c'est vraiment important. Hein. Prenons pas ce sujet à la légère. Le seul consentement sur lequel on peut rigoler, c'est notre propre consentement qu'on s'inflige pour aller voir les matchs de l'OGC Nice. Ça, on veut Oui, bien s'en je savais marrer. pas trop pourquoi on y était aujourd'hui, mais on y était, quoi. Voilà, on y était, mais bon, et ils ont réussi à ne pas nous gâcher notre week-end. C'est encore ce qui est essentiel. Bref, le consentement c'est important. Le Jets 27 c'est dégueulasse. Voilà, ça, c'est bien ce que vous devez retenir de cette émission. Pour parler de la suite, donc prochain match c'est à Paris vendredi soir a priori. Je suis en vacances à partir de demain, donc je n'aurai probablement pas le temps de le voir, ou alors je devrais le rattraper. Donc, pas sûr qu'il y ait d'émission, ou alors ce sera mardi prochain quand ça n'aura plus aucun intérêt. Voilà, j'en profite pour passer le message. Ne vous affolez pas, il y aura d'autres émissions jusqu'à la fin de l'année. Peut-être pas la semaine prochaine, je me réserve la cartouche de dire hé hé, je suis en vacances, donc j'ai autre chose à foutre. Ouais, et ne Mais profitez bon, pas de ma présence aujourd'hui pour vous dire que je vais revenir, c'était exceptionnel. Voilà, c'était exceptionnel, mais on te retrouve sur Copéglon, donc voilà, tu ne manqueras pas longtemps aux gens, on te reverra dès demain, et puis les lundis qui suivent jusqu'à la fin de la saison. Bref, exactement. Ce match à Paris invaincu, Paris très bien lancé aussi avec sa qualification en Ligue des Champions, mais Paris qu'on va affronter quelques jours avant une demi-finale. Alors on est bien d'accord que même l'équipe D de Paris qui s'en bat les couilles d'être là, elle est capable de nous fracasser 3-0, hein, donc c'est pas voilà. On va pas chercher non plus à se trouver des raisons d'espérer. Maintenant, ils viennent de sortir d'une performance pas géniale face au Havre, hein, victoire 2-1. Donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher, un petit match nul. Bon, c'est le mieux qu'on puisse espérer, mais forcément, mathématiquement, une défaite ou un nul, ça permettrait à d'autres équipes, et notamment je pense à Strasbourg qui reçoit Saint-Etienne, donc a priori facile, avant eux-mêmes de recevoir le PSG. Et puis je parlais aussi de Lens qui reçoit Auxerre avant de se déplacer à Lyon, certes, qui pourrait nous rendre un bien bon service, mais bon, on sent quand même que cette place, on avait intérêt vraiment à gagner cette rencontre parce que la semaine prochaine risque de se faire en déficit de points par rapport à nos concurrents directs. J'ai pas parlé de Lille qui se déplace chez nos horribles adversaires du jour, Angers, donc ils devraient logiquement prendre les 3 points. C'était important de gagner pour cette raison-là aujourd'hui à Alric, pour la confiance, pour le classement, pour amortir la probable perte de points de la semaine prochaine. Bon, si un miracle, on est preneur. On est d'accord qu'après notre avenir va surtout se jouer sur les 3 dernières rencontres, réception de Reims, déplacement à Rennes qui ne jouera plus rien, Reims qui jouera sûrement encore le besoin de s'assurer le maintien pour s'éviter un duel pour l'Europe face à Brest, même si en perdant face à Lens, Brest 9e à 7 points, c'est pas fini mathématiquement, mais sera peut-être plus dans la course d'ici la 34e journée, avec notamment un déplacement à Marseille et la réception de Lille dans le lot. La réalité, c'était que, en premier lieu, il fallait gagner ce match contre Angers parce que tu étais sur 5 matchs sans victoire. Et donc, c'est la pire période de cette saison. Alors, on va pas refaire l'histoire, mais il suffisait que tu prennes 3 points face à Auxerre et 3 points face à Nantes, alors sans parler de Monaco et sans parler de Lyon. T'es deuxième. Et tu étais encore dans les plus hautes places de ce classement, chose que tu n'as pas faite. Bah, t'es deuxième, hein. Oui, t'es deuxième à égalité, ça joue à la différence de but. Enfin, t'es même deuxième, bref, oui. Ce qui est sûr, c'est que il fallait à tout prix gagner contre Angers parce que tu étais dans une très très mauvaise passe. Et il faut pas déconner, quand tu veux jouer la Coupe d'Europe, encore plus, si tu veux prétendre à être sur le podium, il faut gagner contre ce type d'adversaire-là. Après, moi je pense que pour espérer se qualifier en Coupe d'Europe, à minima Conference League, voire Europa League, c'est gagner les 3 matchs à domicile qui restent. On en a gagné un. Il reste Reims, il reste Brest. C'est 9 points sur 9, indispensable. Avec 6 points de plus, de toute façon, ça te ferait 12 points d'avance sur Lens. Donc en réalité, voilà, 6 points, Lens les prendra pas tous. Donc normalement,
2 victoires à domicile, ça t'assure la 7e place au minimum, Au et donc pire. virtuellement la Conference League en attendant le résultat de la vraisemblable de la Coupe de France. Donc voilà, après je pense qu'en fait tu vas chercher plus ou moins une Coupe d'Europe par victoire supplémentaire. Donc Paris, on verra bien ce qu'il en est, mais le déplacement à Rennes, 1 point ou 3 points, c'est aussi ce qui pourrait t'envoyer dans une meilleure Coupe d'Europe. Alors la Ligue des Champions, ça semble compliqué, même si rien d'impossible de terminer 4e, tu n'es jamais qu'à 2 points de Lille. Mais en tout cas, conforter pour conforter ta 5e place, a priori 3 victoires, ça devrait le faire pour aller en Europa League. Après, pour y faire quoi, c'est un autre débat qu'on aura le temps de se poser tout l'été avant, en cas de qualification, avant le début des compétitions européennes. Oui, exactement. Voilà. Rien à rajouter. Très bien. Alric, je te remercie de m'avoir tenu compagnie dans cette émission. Puis, mais je t'en prie, au stade aussi. Le GC qui l'emporte du coup 2-1 face à Angers, ça fait du bien, qui se cale à cette virtuelle 5e, 6e place. C'est un peu le slot Europa League de Schrödinger. On sait pas très bien si on est dedans, si on n'est pas dedans. Ça dépend un peu de ce qui se passe aussi à Saint-Etienne, en supposant que ce match aille au bout. On se retrouve... alors... peut-être pas, sûrement pas la semaine prochaine. Ça, il y a peu de chance, à moins que j'aille m'organiser pour faire une émission à distance et trouver une victime pour la faire avec moi. Mais au pire, ce sera la semaine suivante, peut-être pour une émission pour Paris, ou sinon, ce sera pour débriefer la rencontre face à Reims. Du coup, directement, peut-être qu'on fera les deux en un. On verra. Je me projette pas jusque là. Je m'en vais dans d'autres contrées pour trouver de la pluie, parce qu'on n'avait pas assez. sur la Côte d'Azur là ces derniers temps, et puis voilà, on vivra cette fin de saison tous ensemble en espérant que l'issue soit positive. Alric, merci beaucoup, à très vite dans Copéglon dès ce lundi, et puis d'ici là, Issa Nissa.